Hassan Baraka, né en 1987 à Tétouan, donc père d'un enfant de 5 ans et demi. Je suis un passionné du sport depuis mon plus jeune âge et puis je suis un aventurier d'extrême, ayant eu l'occasion et la grande chance d'avoir visité vraiment pas mal de pays dans le monde, que ce soit le pôle Nord, le pôle Sud, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Alaska, donc aussi on va dire un voyageur on va dire de ce monde et qui relève des défis sportifs en parallèle. Alors déjà, bon, la mer, c'est quelque chose qui a toujours été vraiment, dès mon enfance, je me rappelle vraiment de ces séances que je faisais à Mdir. J'aimais beaucoup aussi faire de la voile au Yachting Club de Mdir et puis j'adorais nager. Maintenant, j'ai commencé le judo aussi très tôt. J'ai commencé à 4 ans le judo, je suis arrivé jusqu'en ceinture bleue et puis de fil en aiguille, avec le déplacement à l'étranger pour le travail de mes parents, j'ai abandonné la pratique du judo pour me consacrer au foot comme le ferait n'importe quel jeune de 12-13 ans. J'ai voulu passer les tests au Real Madrid, j'ai pas été pris. Et puis j'ai commencé à faire du rugby à l'époque, ça se passait vraiment bien pour moi. J'avais été sélectionné dans les 25 meilleurs joueurs de Madrid, que ce soit en cadet, en junior. Et j'ai joué en première division espagnole et puis je suis allé en France pour devenir professionnel. Et donc j'ai joué en Fédéral 2 à Jacou pendant 2 mois et je me suis cassé l'épaule. Et quand je me suis cassé l'épaule, j'ai récupéré, on va dire, ce goût pour la natation, déjà pour reprendre la mobilité de l'épaule avec la rééducation que m'avait imposé Michel Calatrava, qui était le kiné de la Fédération française de natation. Je ne trouve pas que c'est une coïncidence parce qu'à l'époque je jouais au rugby. À l'époque, dans le master de gestion sportive que je faisais, il y avait Simon Dufour qui était donc un médaillé de bronze au championnat du monde de natation qui m'a dit au lieu de voir le kiné de rugby, viens voir le kiné de la Fédération française de natation. C'est ce qui m'a permis de récupérer la mobilité de l'épaule à 99% et par la suite de réaliser donc, les défis sportifs que j'ai réalisés donc, grâce à cette aisance d'avoir récupéré mon épaule. Le sport, c'est vraiment mon oxygène, c'est ma passion. Déjà, il y a 2 choses très importantes dans le sport. Moi, quand je regarde par exemple le sport à la télé depuis tout jeune, mon plus grand idole c'était Rafael Nadal. C'était au tennis parce que c'est le seul sportif sur lequel j'étais persuadé qu'il pouvait gagner un match même s'il perdait 2-7-0. Et même 5 jeux à 0 sur le 3e set, il est capable de remonter parce que c'est vraiment la force du mental. Donc dès mon jeune âge, quand je voyais du sport, du tennis, du foot, etc., je ne voyais pas le résultat sportif. Je regardais toujours l'effort que ce sportif-là ou cet athlète-là a mis en place durant des années. Voilà, la partie immergée de l'iceberg pour arriver au sommet. Et je voyais ça dès vraiment mon jeune âge. J'adore l'abnégation au travail. Je préfère un sportif qui travaille pour arriver plutôt qu'un sportif qui a du talent. C'est pour ça que je suis plus Cristiano Ronaldo que Lionel Messi, voyez-vous. Donc ça d'un côté, et le côté aussi d'être connecté à la nature. Moi j'ai commencé bien sûr à faire des marathons, à faire des Ironman où il y a 2500 participants et autres, mais progressivement, je suis allé, on va dire, dans des endroits où on va être moins de participants, mais plus connecté à la nature. L'Ultraman auquel j'ai participé en Australie, on est 50 participants, on n'est pas 2500 comme sur un Ironman. Les défis sportifs que je fais, j'aime bien entendu partager donc, avec l'équipage ou là, éventuellement quand j'ai fait le relais dernier de la traversée de Gibraltar, donc avec Ferrita et Samia, c'est toujours cet esprit d'équipe que je recherche. Mais j'aime toujours m'isoler dans ma pratique sportive pour me connecter à la nature. Au pôle Nord, au pôle Sud, en Alaska, j'ai eu vraiment l'occasion de découvrir que la force de la nature, c'est une force qui est en nous en fait. On fait partie de la nature, on est des créatures créatrices et j'adore me retrouver avec ces moments de flow comme je les appelle. Lorsque j'ai traversé la mer Rouge, tu as 1000 mètres de profondeur en dessous de toi et pendant 4 heures j'ai déconnecté, la traversée a duré 8h30. J'avais l'impression d'être dans le ventre de ma mère tellement je prenais plaisir. Et c'est ce que je recherche, on va dire, c'est ces moments de connexion avec la nature. La première des choses, c'est avoir la volonté de commencer. Et moi, je fais un premier pas sans essayer de lever ma tête pour voir la difficulté à laquelle je vais me confronter. Donc des fois, j'essaie aussi de m'isoler, on va dire, dans les conseils qu'on va essayer de me donner. Je vais suivre les conseils qui vont dans mon sens. C'est-à-dire que quelqu'un va me dire c'est difficile. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai voulu lancer le projet de rallier les continents à la nage. On m'a dit c'est difficile. Peut-être qu'ils parlent pour eux, pas pour moi. Sinon, ils vont me dire fais-le en 5 ans au lieu de le faire sur une année. C'est leur limite à eux, pas les miens. Il y a des personnes qui ont des paradigmes, on va dire, des blocages qui ne vont pas leur permettre de réaliser certaines choses. Donc moi, je ne prends que ce qui m'intéresse de prendre. C'est-à-dire une petite tapette sur l'épaule de quelqu'un que je vais croiser et qui va m'envoyer un encouragement. Et bien, sachez que cette personne-là, je la garde en mémoire. Et quand je nage pendant 8h30, les gens ils me posent cette question. À quoi tu penses pendant que tu nages?
je pense à toute personne qui m'a soutenu, qui m'a dit un mot, même si je l'ai croisé une seule fois. Et il y a cette volonté de commencer. Il y a aussi l'histoire d'apprendre à souffrir. Ça c'est très important. Quand je vais me lancer dans ce genre de défi, je vais avoir des difficultés, je dois le savoir depuis le début. Il y a eu le requin, il y a eu les piqûres de méduses Urukandji en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a l'eau froide, il y a les courants. Et je dois être prêt déjà du fait que je vais avoir des difficultés pour me préparer mentalement. Et je travaille après avec tout ce qui est de la PNL, de la visualisation, l'ancrage. J'essaye aussi de faire beaucoup d'exercices de respiration qui vont me permettre de me détendre. Et lorsque je me détends, je vis dans le moment présent. Donc si je dois résumer, volonté de commencer, bien sûr de la constance, de continuer, prendre conscience qu'il y a une capacité de souffrance qu'on doit avoir, parce qu'il y aura des moments difficiles et il faudra les surmonter. Et je finirai aussi par le fait d'essayer de rompre, on va dire, avec ces blocages qu'on va se retrouver continuellement en tête, et la gestion du stress. Et on gère le stress grâce à la respiration. Vivre le moment présent, on arrive à le faire quand on enlève, on va dire, ces parasites, ce stress parasite qui nous entoure, et que l'on fait un mouvement de bras après l'autre et qu'on se concentre à se dire que l'on est en train de vivre un moment magique. Comme lorsque j'ai rallié la Russie aux États-Unis, je suis sorti un 7 août et je suis arrivé un 6 août, donc j'ai remonté le temps à la nage. On essaye de s'accrocher à des choses comme ça, et on ne peut s'accrocher à ce genre de choses que lorsqu'on prend plaisir à ce qu'on fait, ce que l'on fait. Moi, quand j'ai été piqué par les méduses en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à bout de 3 heures de nage, il y avait vraiment un poison qui coulait dans mes veines. Ce n'est pas des méduses qui te donnent, on va dire, un coup d'électricité ou qui te brûlent. Et donc, je sentais plus mon petit doigt, ni ma main, ni mon avant-bras, ni mes épaules. C'était une paralysie qui se propageait dans le corps. Si j'ai pu nager 46 minutes de plus jusqu'à arriver en face du village de Mabo, qui était le village où je suis censé arriver, qu'on m'a emmené ensuite avec les Zodiacs des gardes-côtes indonésiens à l'hôpital, et on m'a donné un antidote, c'est parce que je connaissais mon corps. Quand je passe 4 heures en piscine tous les jours à faire des allers-retours, mon corps est en train de nager, mais mon esprit est en train d'être connecté avec toutes mes cellules de mon corps. Et j'apprends à les connaître par cœur. Lorsqu'il y a on va dire une douleur dans le corps, c'est une sonnette d'alarme. Mais cette sonnette d'alarme, ça ne veut pas dire que le corps va s'écrouler tout de suite. Il y a une marge de manœuvre qu'on peut titiller, on peut aller encore jouer un peu avec cette marge de manœuvre quand on se connaît son corps. L'importance de se connaître. Moi je dis toujours, faire une analyse SWOT de ses forces et ses faiblesses et de se connaître. On ne peut pas faire quelque chose sans apprendre à se connaître. Et quand on se connaît, on connaît sa capacité de souffrance et on peut même essayer de la repousser en se disant que ce n'est que physique, parce qu'on est plus que physique. Ce que je vous disais tout à l'heure, la force de la nature est en nous et il faut savoir se connecter à celle-là. Donc moi c'est quelque chose que je développe progressivement avec mes exercices de PNL, ma respiration, ma méditation et surtout la foi que j'ai en Dieu. Voilà. Au contraire, moi déjà durant toute ma préparation, moi je suis quelqu'un qui est très sociable, mais d'un côté j'aime prendre le moment d'être tout seul avec moi-même. J'adore aller me percher en montagne, ou j'adore aller en forêt, ou même quand je nage, je prends vraiment un véritable plaisir à me connecter à moi-même. On dit bien, il y a ce fameux adage qui dit « il n'y a pas plus grand voyageur que celui qui fait le tour de lui-même une seule fois ». C'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire le tour du monde pas mal de fois, que ce soit en ralliant les continents à la nage ou en courant les 7 marathons en 7 jours sur 7 continents. Mais je prends vraiment plaisir à apprendre à me connaître et me remettre en question de jour en jour. Moi je dis souvent que le but par définition il disparaît. Moi quand je réalisais un défi, ça y est, ce défi n'existe plus. Or ce que je recherche continuellement c'est de m'améliorer de jour en jour, que ce soit en tant que sportif, en tant que père de mon fils ou en tant qu'ami. Donc j'adore ces moments de solitude parce que ça me permet de m'améliorer. C'est comme ça que j'aperçois les choses et que je les conçois. Et surtout ça me permet encore une fois de répondre à cette question. Pas le qui suis-je, parce que c'est quelque chose que je pense avoir réussi à y répondre depuis pas mal d'années et que je continue à travailler sur le sujet, mais c'est le pourquoi je suis ici, qui est aussi très important. Et pour moi, cette vie, elle passe tellement rapidement qu'il faut que ça ait un sens. Donc oui, au début, je ne vais pas te cacher que, en tant qu'homme, je pense que depuis la nuit des temps, on cherche à faire des choses pour obtenir des records, pour rester dans l'histoire, et il y a un peu d'ego, d'accord? Être le premier Marocain à faire ci, premier Marocain à faire ça. Mais quand mon fils est né, en 2017, ça a été, on va dire, ça s'est neutralisé cette pensée. Le plus important, c'est ce que pensera mon fils en tant que des valeurs que je lui ai inculquées, en tant que mon père était joyeux, qui rigolait,
Quand il disait quelque chose, il tenait sa promesse. C'est ce que je veux qu'il retienne. Il peut retenir que je suis un sportif. Mais le fait de rester dans un Guinness record, ça va rester quoi pendant 1 an, 2 ans, je peux même jusqu'à 50 ans, jusqu'à quelqu'un le batte ou qu'on l'oublie. Mais finalement, tu vis éternellement à travers le souvenir que tu as laissé à tes proches. Et c'est ce qui est le plus important. Donc, quand je suis tout seul, j'essaye de me remettre en question. Et c'est quelque chose que j'adore. Voilà. Quand j'étais dans ma jeunesse, j'avais ce rêve de réussir dans le sport. Je ne savais pas quel sport, mais je voulais réussir dans le sport. Moi, je passais vraiment, je me rappelle, dès les Jeux Olympiques, déjà 96, j'avais commencé à regarder, mais j'étais encore très jeune. Mais 2000, je les ai regardés mais avec Cathy Freeman, j'ai tout vu, hein, les Jeux Olympiques 2000. Et j'aspirais un jour à aller aux Jeux Olympiques. Pareil, 2004, bien sûr, avec le doublé de Hicham El Guerrouj, etc. Mais je voulais réussir dans le sport, peu importe le sport. Et à chaque fois, je regardais ces sports et je me disais, est-ce que je pourrais les faire? Donc bien sûr, j'ai fait du judo, du foot, du rugby. Et puis, malheureusement, je n'ai pas pu concrétiser ce rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Mais encore une fois, j'ai vu mes forces et mes faiblesses. J'ai vu que je n'étais pas le plus rapide des nageurs. Je ne suis pas le plus fort des nageurs. Mais ma force, c'est cette force mentale qui me permet de nager alors qu'il y a un requin autour, qui me permet de nager dans une eau à moins 1 degré, par exemple, comme ce que je viens de faire au pôle Nord, alors que dehors il fait du moins 17, moins 18. Alors qu'il y a des nageurs olympiques, des nageurs qui sont allés aux Jeux Olympiques, qui me disent comment tu fais. Donc quand je trouve ma force, qui est le mental, j'essaye de tout potentialiser dans ce sens-là. Et j'aime beaucoup, par exemple, pour faire le parallélisme, l'école scandinave, l'éducation nationale. Quand par exemple un enfant a un 16 sur 20 en dessin et un 8 sur 20 en mathématiques, eh ben on va lui prendre un prof particulier de dessin pour potentialiser là où il est bon, pour qu'il soit excellent en dessin. Alors que malheureusement, dans d'autres endroits, on cherche à être moyen partout, donc on n'excelle nulle part. Et c'est ça le problème. Il faut chercher l'excellence dans un domaine. Et je dis souvent, pas un poisson dans l'air et pas un oiseau dans l'eau. Il faut savoir pourquoi on est là et potentialiser cette force que l'on a. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, un but par définition, une fois que tu l'as atteint, il disparaît. Et nous, en tant que sportifs, on a ça. Moi, un marathon, une fois que je l'ai couru, ça ne me remplit plus. Je dois faire un triathlon, après le triathlon, ça ne me remplit plus. Je dois faire un Ironman. Après l'Ironman, j'en ai fait 2, ça ne m'a plus rempli. J'ai dû faire un Ultraman. Et pareil pour les continents. J'ai rallié Gibraltar, entre l'Espagne et le Maroc, le détroit de Gibraltar. C'était 4 heures. Il m'a fallu plus, les 8h30 entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. En 2017, je devais traverser donc, avec mon ami Mohamed Lehna la Manche, qui est l'Everest de la natation. C'est 14 heures de nage. Mais ça n'a pas été possible à cause des conditions climatiques. On a passé 15 jours sur place à attendre. Tous les soirs, on devait appeler le pilote à 7 h du soir. Si c'était OK, il fallait être prêt à 2 h du matin. Parce que c'est une nage qui commence de nuit pour finir de jour, parce que c'est 14 heures, sans combinaison, dans une eau à 13, 14 degrés. J'y reviendrai. Donc c'est un défi que je vais faire à la Manche. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et c'est important pour moi pour me considérer, on va dire, un nageur, on va dire, avec des lettres en majuscules, on va dire, même si je nage quand même, on va dire, avec un entraînement assez poussé. Mais pour moi, tant que je ne suis pas traversé la Manche, je ne peux pas me considérer un nageur, voyez. Mais il y a cette histoire de finalité que j'ai expliquée tout à l'heure. Le but, il va disparaître. Donc l'objectif, c'est de courir plus vite que ce qu'on courait il y a 1 seconde, et de nager plus vite que ce qu'on courait il y a 1 seconde, et d'être une meilleure version de soi-même tous les jours, en tant que père, en tant qu'ami, en tant que fils, en tant que tout. Et c'est ce qui nous permet d'avancer, parce que sinon, on pourrait avoir une mini-dépression, de se dire, ça y est, on a travaillé pendant des années pour quelque chose et maintenant il a disparu. Mais le fait de se dire que c'est continuel et qu'on ne finira jamais notre ascension ou notre traversée de la vie, voyez, c'est ce qui nous permet d'avancer. J'accueille ce qu'on va dire le cosmos m'envoie comme prochain objectif à faire, voilà. Et ça va toujours en adéquation avec la personne que je suis devenue. Parce qu'il y a 1 an, j'aurais pu me dire j'ai envie de faire tel défi après celui-ci, mais après avoir fait le défi que j'ai préparé et que j'ai réalisé, eh ben, je ne suis plus la même personne. Donc je veux faire autre chose. Voilà. Mais l'objectif, c'est de ne jamais m'arrêter, parce que c'est comme en bicyclette, quand on s'arrête, on perd l'équilibre. Oui, enfin moi, pour la natation, Michael Phelps, c'est quelqu'un qui m'a toujours... je faisais waouh, c'est incroyable la force mentale qu'il avait pour réaliser ce qu'il a réalisé. Par la suite aussi, on l'a compris, il l'a aussi dit, c'est très important, il y a eu des problèmes de dépression aussi par la suite. Donc ça montre aussi qu'un sportif, ça ne peut pas être un super-héros infaillible. Au contraire, un sportif, encore une fois, c'est quelqu'un qui est excellent dans quelque chose et qu'il y a aussi des faiblesses dans d'autres. Donc ça aussi, il y a des choses importantes. Il ne faut pas idolâtrer le sportif et se dire que c'est un super-héros. Donc il y a Nadal, bien sûr, dans les Marocains, moi je retiens aussi cette phrase que me répétait donc, notre championne Nawal Moutawakkil qui me disait « Only the sky is high ». Donc
ça c'est quelque chose qui me touche énormément parce que c'est vrai, il n'y a pas de limite. La limite, on se l'impose nous-mêmes. Quand je parlais tout à l'heure des paradigmes et des blocages qu'on s'impose, ça se passe dans notre tête. Voilà. Donc on a un potentiel illimité et c'est aussi ce fort message que j'essaye de transmettre à travers les conférences que je réalise, c'est vraiment comprendre que l'on peut devenir ce qu'on l'on veut. Voilà. Donc je l'ai réalisé, je pesais 96 kg quand je faisais mon rugby. Qui m'aurait dit que j'aurais rallié les continents? Quand je voyais que le préparateur physique nous parlait qu'il avait fait un Ironman, c'était waouh, il a fait un Ironman. Maintenant, voilà, j'ai fait plus que ça et alhamdoulilah. Alors quand on fait ce genre d'expédition, oui, la nage c'est ce qu'il y a de plus facile finalement. Parce qu'on s'est entraîné d'abord, mais la nage en soi c'est très facile. L'entraînement c'est là où on souffre, il y a les autorisations à obtenir. J'arrive, on va dire, dans des pays de façon peu conventionnelle. Je n'arrive pas dans un port ou dans un aéroport, je viens à la nage. Donc il y a l'histoire des passeports. Je me rappelle en Égypte, on a dû faire venir un douanier, un douanier pour tamponner le passeport à l'hôtel avant de partir. À l'arrivée en Arabie Saoudite, après 8h30 de nage, les gens ne savent pas que je suis monté dans une voiture. J'ai fait 2h30 de voiture pour arriver à l'aéroport le plus proche pour tamponner mon passeport au lieu de me reposer. Et il y a toute une logistique. L'équipage, par exemple, quand il était dans le bateau égyptien, ne pouvait pas, le bateau ne pouvait pas passer dans les eaux territoriales saoudiennes, donc l'équipage a dû changer de bateau. Il y a toute cette logistique à mettre en place. J'ai dû prendre 3 avions en hélicoptère pour atterrir dans la petite île du détroit de Bering de 7 km² avec 100 habitants seulement pour pouvoir réaliser ma nage entre l'Asie à l'Amérique. Et il y a aussi bien sûr le côté sponsoring. Tout ça, c'est pas possible sans le financement bien sûr d'entreprises privées et aussi donc, le soutien éventuel je vous disais, la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, l'Office national marocain du tourisme et bien sûr les sponsors privés qui me soutiennent et pour lesquels je suis très reconnaissant. Le sponsoring, on va dire en tant que soi, moi je pense que dans le sport il a commencé vraiment, moi j'ai vraiment cette image de jeune avec les 3 mousquetaires au tennis. Hein. Et on voyait donc il y a un opérateur mobile qui les avait soutenus. Et c'est de là où je me suis dit, ah bah tiens, il y a le sponsoring sportif au Maroc, ça existe. Bon, ça se voyait dans le foot, mais en tant que sportif individuel, je l'ai vu avec les 3 mousquetaires. Et puis, oui, au jour d'aujourd'hui, on a des sportifs vraiment qui ont les capacités, moi je le vois, qui ont le potentiel et qui ne trouvent pas peut-être de soutien. Après, moi, j'utilise aussi ce que j'ai étudié. Moi, j'ai eu un bac +5 en économie et gestion avec une spécialité en investigation commerciale, donc tout ce qui est marketing, tout ce qui est plaquettes, je sais faire. Et puis aussi, il y a cette fibre commerciale qu'il faut avoir. Finalement, tu dois vendre ton projet. Un oui aujourd'hui, un non aujourd'hui, c'est un oui demain. Et donc, on va aller voir une entreprise, une deuxième, une troisième, on peut en voir une centaine pour avoir peut-être 3 oui, 4 oui et encore. Donc, il y a aussi cette histoire de ne jamais abandonner. Donc, ne jamais abandonner en tant que sportif, mais aussi pour aller dégager le financement nécessaire. Et moi, je crois beaucoup que si on émet des ondes positives, on finit par avoir un retour positif. Donc, il faut y croire, il ne faut pas se décourager. Et j'encourage tout le monde à ne jamais, si on leur dit non pour un sponsoring, continuer ou chercher une autre façon de le faire. Parce que quand on a un résultat qui est toujours le même, c'est-à-dire qu'on réalise toujours les choses toujours de la même façon, il faut essayer de chercher une autre façon de faire les choses, d'innover. J'aime beaucoup le concept d'innovation. Et dans le sport, ce qui est flagrant, c'est en 68, Dick Fosbury, c'était un sauteur en hauteur qui n'était pas qualifié pour aller aux Jeux Olympiques à Mexico. Et les Américains n'ont envoyé que 3 sauteurs en hauteur. Quelques mois avant les Jeux Olympiques, ils décident de changer le saut en ciseaux, avec les pieds les premiers ou le rouleau ventral, en sautant de dos. Et en sautant de dos, ils se qualifient aux Jeux Olympiques, ils gagnent les Jeux Olympiques avec un record. Et à partir de là, on appelle le saut Fosbury. Donc c'est grâce à l'innovation qu'il a réussi à surmonter la difficulté de ne pas se qualifier et de gagner les Jeux Olympiques. Voilà, j'étais très ravi de faire partie de cette expédition, c'était le Baikal Great Swim. Donc c'était organisé par le Bureau des Nations Unies à Moscou en 2021. Et l'objectif c'était de nager, traverser le lac Baïkal. À la base c'était en 2 étapes, on devait traverser le lac Baïkal. On a fait ça en 55 km, plus de 26 heures, dans une eau à 4 degrés. On nageait à 4 degrés, 10 minutes, 15 minutes chacun. On sortait, on rentrait dans le sauna qui était à 80 degrés. On avait à peine le temps de reprendre la température corporelle parce qu'elle descendait à 33, 34, de remonter à 37 degrés. Et les 7 autres nageurs avaient fini leur nage qu'il fallait replonger. Et on a fait ça pendant 26 heures. Donc sans dormir, nager tous les 10 minutes, ce changement brut de climat. On a réussi donc cette traversée
Et puis par la suite, on voulait continuer à remonter le long du fleuve Angara jusqu'à Irkoutsk, qui est la capitale de la Sibérie. Donc, et puis malheureusement, les courants ne l'ont pas permis. La température continue à être très froide. On s'attendait à que la température entre le lac Baïkal et le fleuve monte de 10 degrés, chose qui n'est pas arrivée. Donc ça a été quand même une expérience inouïe et extraordinaire. Que ce soit cette compétition, mais aussi récemment, là j'ai participé à cette nage au pôle Nord. On était 15 nageurs du monde entier, au-dessus du cercle arctique polaire, Svalbard. On est à peu près à 80 degrés nord, sachant que le pôle Nord géographique est à 90 degrés nord. Et j'ai réussi à nager donc 500 mètres sans combinaison. J'ai gagné cette course-là. D'autres nageurs ont fait le 1000 mètres. C'était une expérience vraiment inouïe de pouvoir représenter le Maroc dans cette compétition très difficile. L'eau était à moins 1 degré, sachant que nos liquides corporaux gèlent à 0 degré, ce qui fait qu'être à moins 1 fait que notre corps subit, on va dire, l'enfer à l'intérieur. Ça brûle, l'eau glacée brûle énormément. Mais encore une fois, grâce à cette force mentale et les exercices d'ancrage que j'applique, j'arrivais à ressentir de la chaleur dans l'eau froide et j'ai été ravi d'aller jusqu'au bout de ce défi et de remporter le 500 mètres. Ce que j'aimerais pour le Maroc déjà, c'est comme je dis, être responsable. Je veux que la jeunesse marocaine prenne conscience qu'il faut être responsable de ce qu'on accomplit d'une part et n'attendre de personne à qu'on vienne leur apporter quelque chose. C'est à eux de se le faire eux-mêmes. Et il y a un truc que je reprends souvent, c'est juste on essaye de s'enlever cette part de responsabilité. Non, ماشي مشى عليك التران، انت اللي ما وصلتيش à temps. Tu t'es pas réveillé à temps. انت اللي ما لبستيش الكبوط، علاه ضربك البرد. C'est toujours, on va dire, se dire, c'est nous les responsables de ce que l'on a comme résultat. Donc j'aime bien, on va dire, faire comprendre aux gens que personne ne va nous offrir quelque chose. C'est à nous d'aller le chercher, en étant persévérant, en étant constant, en ayant confiance que les choses peuvent se réaliser. Donc ça, c'est vraiment le message que j'essaye de transmettre, que ce soit indirectement à travers mes défis sportifs. Si Hassan Baraka réussit à faire tel ou tel défi, c'est quoi la différence entre moi et lui? Je peux le faire. Il suffit juste que je m'entraîne et que j'y crois. Je pesais 96 kg, je jouais au rugby. Qui m'aurait dit que moi j'aurais rallié les continents de la nage par la suite? C'est vraiment ce message que j'essaye de transmettre. Et encore une fois, ne pas prendre un non pour définitif. Mon rêve, c'est faire en sorte que chaque personne ici au Maroc se sente épanouie. Vraiment, l'épanouissement, c'est ce qui est le plus important. Et moi, je suis vraiment partisan de, si chacun cherche son épanouissement personnel, bien sûr en respectant les lois et en respectant autrui, eh ben on réussira à faire un monde meilleur parce que ça va être un épanouissement collectif. Voilà. Et aussi un peu essayer de rompre avec le hchouma, le que dira-t-on. Il y a des choses à respecter, certes, mais si on fait les choses, c'est pour nous-mêmes. Il ne faut pas faire les choses pour ses parents ou pour le que dira-t-on, parce que sinon on ne vit pas et on aura des regrets par la suite. Donc moi j'aimerais bien changer ces mentalités dans ce sens-là, c'est-à-dire donner cette impulsion de si on fait quelque chose c'est pour nous et si on commet une erreur on doit l'assumer et on va rectifier et on va accomplir le rêve qu'on veut accomplir. Mais c'est notre rêve, ce n'est pas le rêve des autres.